troisième manche consacrée à la monnaie. Première question, question numéro 11 qui vaut 1 point. Crésus règne sur la Lydie, province d'Asie mineure, de moins 561 à moins 546. La légende raconte qu'il doit sa richesse à une rivière pailletée d'or qui baigne Sardes, sa capitale. Comment s'appelle cette rivière? Réponse violette, Fortune. Réponse orange, Pactole. Réponse rouge, Trésor. Réponse jaune, Pépite. Votez. Fin des votes. Question numéro 12, elle vaut 2 points. Remarquablement stable depuis 1803, le cours du franc connaît une chute vertigineuse à la suite de la Grande Guerre et des dépenses qu'elle a entraînées. Quel ministre des Finances stabilise cette chute en dévaluant le franc de 80% de sa valeur, créant ainsi le franc à 4 sous? Réponse violette, Raymond Poincaré. Réponse orange, Antoine Pinet. Réponse rouge, Paul Reynaud. Réponse jaune, Paul Doumer. Votez. Fin des votes. Question numéro 13, elle vaut 3 points. Jusqu'en 2001, la drachme est la monnaie grecque. À l'époque antique, il s'agit d'une monnaie athénienne. C'est pourquoi l'animal qui orne certaines pièces est le symbole de la déesse Athéna. Il figure d'ailleurs aujourd'hui sur la pièce grecque d'1 euro. Mais de quel animal s'agit-il? Réponse violette, la chouette. Réponse orange, le faucon. Réponse rouge, le python. Réponse jaune, le tigre. Votez. Fin du vote. Question numéro 14, elle vaut 4 points. Le premier franc est frappé pour payer la libération d'un roi de France qui a été fait prisonnier. On l'aurait appelé ainsi parce que franc veut dire libre. Ce roi est représenté à cheval et en armure sur cette pièce. De quel roi s'agit-il? Réponse violette, Clovis. Réponse orange, Saint-Louis. Réponse rouge, Philippe IV le Bel. Réponse jaune, Jean II le Bon. Votez. Fin des votes. Il faut Isabelle Alonso qui s'amuse. Question numéro 15, elle vaut 5 points. Né en 1783, Simon Bolivar est surnommé El Libertador. Après de longues luttes contre la domination espagnole, il libère le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et la Bolivie et crée la République de la Grande Colombie. De nos jours, quel pays a pour monnaie le bolivar? Réponse violette, le Venezuela. Réponse orange, la Colombie. Réponse rouge, l'Équateur. Réponse jaune, la Bolivie. Votez. C'est donc la fin du vote. On va passer maintenant aux réponses. Réponse, absolument. Alors, la 11e question. À quelle rivière Crésus doit-il sa fortune? Les réponses en couleur, beaucoup de réponses orange. Et pour cause, c'est la bonne réponse. Pactole pour la réponse orange. Jacques Marseille, alors? Eh bien, au sein du fleuve Pactole, il y avait des paillettes d'or qui ont servi à fabriquer les premières monnaies. Et c'est dans la Lydie de Crésus que probablement aujourd'hui on date le premier monnayage dont nous avons vu tout à l'heure les images, des premières pièces d'or et d'argent. C'est une révolution parce qu'autrefois, pour faire les échanges, il y avait soit du troc, soit ce qu'on appelle des monnaies marchandises, qui avaient des marchandises qui servaient de monnaie. Par exemple, le bœuf, qu'on appelle pecus en latin, qui a donné pécunier, pécuniaire. La réponse à la question numéro 12. Alors, à qui doit-on le franc à 4 sous? Quel ministre de l'économie en est responsable? On regarde tout de suite ce que vous avez répondu. Eh ben voilà. C'est pas mal du tout. Il y a un peu de tout, mais il y a quand même pas mal de violets. Hein. Oui, vous avez la bonne réponse, Sophie Talman. Je vous vois troublée. Réponse violette, Raymond Poincaré. Jacques Marseille, c'est toujours avec vous, hein, bien entendu, les questions de monnaie. Alors,
on n'imagine pas le trouble qu'a pu représenter pour les Français cette formidable vie chère qui s'ensuit après la Première Guerre mondiale. On l'a rappelé, depuis 1803, le franc avait le même pouvoir d'achat. Il n'avait jamais été modifié, jamais été dévalué. C'est-à-dire pendant plus d'un siècle. D'ailleurs, dans les dictionnaires, avant la Première Guerre mondiale, au mot inflation, il y avait enflure, terme pathologique, peu usité. Hein, et donc, vous voyez qu'après la guerre, alors là, ça se déchaîne, les prix sont multipliés par 5 en quelques années. La réponse à la question numéro 13. Alors, sur les pièces grecques, quel animal trouve-t-on? Quel est cet animal? Voilà. Alors là, c'est quasiment unanime. Oh, Réponse bravo. violette. Bravo, c'est effectivement la réponse violette avec la chouette. À part Olivier Mille et Nicole Croisy, ils passent tous leurs vacances en Grèce, je pense. Apparemment, c'est la seule explication. Réponse à la question numéro... Non, Hélène Papadopoulos, avec un nom pareil, c'est le moment. Hein. Oh là. Oui, quand même. Alors, en Grèce ancienne, il n'y a ni or, ni électron, c'est-à-dire ni alliage naturel or-argent, comme avait Crésus, que Jacques, mon collègue, vient d'évoquer. Alors, il y a du fer. Donc, la première monnaie, ce qui va servir de monnaie, ce sont des broches en fer, des broches à rôtir. Et 6 broches, et la broche, on l'appelle un lobelos, on en a 6, c'est ce qu'on tient dans la main, c'est une drachmée. Donc là, vous avez l'origine de 2 pièces. Pardonnez-moi, des broches à viande? Oui, des broches à souvlaki, à grillade. Absolument. Donc, c'est un obelos. Vous avez 6 obéloi dans la main, dans votre drachmée. Donc, on a l'origine de 2 mots, l'obol et la drachme. On va passer maintenant à la question numéro 14. Alors, quel est ce roi La réponse, pardon. que l'on trouve sur la pièce de 1 franc? On voit bien vos couleurs, vous avez quasiment tous la bonne réponse. C'est la réponse jaune, Jean de Lebon. Bien joué. Fabrice Dalméda. Non, visiblement, la guerre de 100 ans fait encore recette, parce que bon, Jean II, c'est vraiment le moment de la guerre de 100 ans, c'est le moment où la politique rejoint la monnaie, on peut le dire. C'est cette fameuse bataille de Poitiers en 1356, au moment où ce roi, qui se veut le dernier roi chevalier, s'élance en tête de ses troupes. Évidemment, comme il est roi chevalier et que les Anglais, eux, ont compris qu'on pouvait rentrer dans un autre type de guerre, beaucoup plus souple, jouer avec les archers, ben, il se retrouve encerclé avec son fils, Philippe le Hardi, hein, vieux dicton, père gardez-vous à gauche, père gardez-vous à droite. Philippe le Hardi, 14 ans, qui essaye de protéger son père, et donc il est fait prisonnier. Il va être emmené à Londres et il va falloir payer une rançon pour libérer le roi. Une rançon de 3 millions d'écus d'or. Et pour payer cette rançon, eh bien, le futur Charles V va réunir à Paris les 500 plus grands du royaume pour essayer de réfléchir sur la façon de payer cette monnaie. On va créer le franc. Et c'est intéressant, ce franc qui nous rend libres. Bérénice, vous jouez pour la Lorraine, Champagne-Ardenne, et apparemment, ça ne vous a pas inspiré. Vous avez voté pour qui? Pour Philippe IV-le-Bel? Oui. Bah alors, il faut réviser ses rois et sa monnaie. Faudrait. Non? Bah si. C'est quoi votre discipline? Qu'est-ce que vous aimez le plus en histoire, vous? La Renaissance. Ah, bon, c'est sûr que là, pour l'instant, on n'est pas vraiment dedans. On va répondre maintenant à la question numéro 15. Quel pays a pour monnaie le bolivar? On regarde vos réponses. Beaucoup de couleurs, beaucoup de rouge, hein, surtout. Ouais. Un petit peu de jaune, mais surtout du rouge. Donc la plupart d'entre vous considèrent que le bolivar, c'est la monnaie de l'Équateur. Eh bien non. Eh non. La bonne réponse est la réponse violette. C'est la monnaie du Venezuela. Fabrice Dalméda. Non, mais oui, enfin, juste un mot quand même. Simon Bolivar, le grand libérateur de l'Amérique latine, qui naît en 1783. Pour nous, Français, il a un charme particulier puisqu'il a fait une partie de ses études en France. Il y est passé au tout début de l'Empire, en 1804. Et puis donc, il repart vers l'Amérique latine où il va libérer la Colombie, la Bolivie, le Pérou. Il y a 2 pays d'Amérique latine qui ont une monnaie qui rappelle la sienne, le Venezuela, comme on vient le voir avec le Bolivar. Et puis, il y a aussi le Boliviano, qui est la monnaie de la Bolivie. Merci Fabrice Dalméda. Et bien maintenant, on va s'intéresser aux résultats. Hein. Et oui, le classement a-t-il été bouleversé? Et non, la Normandie caracole toujours en tête et creuse l'écart avec 12 points d'avance sur Paris-Île-de-France-Centre et presque 20 points sur la région Sud. Encore des changements dans les catégories avec de nouveaux leaders. Stéphane Bern a détrôné son voisin de jeu Éric-Emmanuel Schmitt avec 34 points, alors que Kevin, pour les terminales, reste toujours en tête. Dans la catégorie Grandes Écoles, le futur gagnant remportera ce cadeau.
Le CIC vous offre un séjour pour 2 personnes en plein cœur de la Rome impériale. Antique, médiévale, baroque, la ville éternelle n'aura plus aucun secret pour vous. On va passer maintenant à la 4e manche avec une série de questions portant sur nos présidents de la République. Vous saviez, je suppose, Yves, que le palais de l'Élysée est classé monument historique depuis Oui, 1916. je m'en doutais, oui. Le palais de l'Élysée n'a pas toujours été un lieu aussi, disons, prestigieux. Regardez. Le palais de l'Élysée est le symbole le plus emblématique de la République. De 1848 à nos jours, 22 présidents ont foulé ses marches. Le général de Gaulle, élu président de la République, entre à l'Élysée. On compte également Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand ou Jacques Chirac aujourd'hui. Pourtant, ce bâtiment n'a pas toujours été la résidence officielle des chefs d'État français. Ce palais, Gabor Mester de Parajde le connaît bien. Responsable en chef des monuments historiques, il en assure la conservation. À l'époque de sa construction, au XVIIIe siècle, le palais était en dehors de Paris. Nous sommes en pleine campagne. L'enceinte de Paris, qui est une enceinte fortifiée, explose tellement la pression démographique est forte. Et donc, petit à petit, on commence à lotir à l'extérieur de l'enceinte de Paris, hors les murs de Paris, avec des terrains qui sont libres et qui permettent de développer de grands hôtels pour les grandes familles de l'aristocratie. C'est pour le comte d'Évreux qu'en 1722, l'architecte Mollet édifie cette demeure prestigieuse. La marquise de Pompadour lui succède. À sa mort, elle le lègue à son amant Louis XV. Le palais devient résidence des ambassadeurs extraordinaires, puis garde-meuble de la couronne. Après la Révolution, l'hôtel connaît des affectations pour le moins surprenantes. Ce sont des investisseurs qui rachètent l'hôtel, le transforment en meublé. Donc on installe 15 appartements à l'intérieur du palais. Donc tout ça est découpé en rondelles, en planchers intermédiaires. Enfin, c'est un carnage total. Le rez-de-chaussée est occupé par des activités de plaisir. Donc il y a des salles de jeux, on organise des bals, le jardin est aménagé pour des fêtes foraines. Enfin, c'était un endroit pas très bien fréquenté, un lieu de perdition plus que de prestige. En 1805, un nouveau propriétaire, le prince Murat, redonne au palais sa grandeur. Il fait construire une salle de bal, aujourd'hui siège du Conseil des ministres. En 1808, Murat cède l'hôtel à l'empereur Napoléon Ier. Le palais va être le témoin des dernières heures de l'Empire. C'est ici, à l'Élysée, dans le salon d'argent, qui est dans l'aile est du palais, qu'il signe sa seconde abdication, la définitive, qui le fait partir à Sainte-Hélène. Sous la Troisième République, avec MacMahon, l'Élysée devient la résidence officielle de tous les présidents de la République. C'est vraiment le symbole, un peu comme la Maison-Blanche est le symbole des États-Unis, le palais de l'Élysée est le symbole de la présidence de la République et de la France. Je suis quand même un peu traumatisé parce que je pensais qu'on faisait une émission sérieuse sur l'histoire. On apprend qu'au Trianon, chez Marie-Antoinette, c'était pas toujours très clair avec les jeux de glace. Maintenant, si j'ai bien compris, quand même, le palais de l'Élysée a entre